On va commencer dans 2 minutes. Laisser à tout le monde l'occasion de se connecter et d'arriver à l'heure. Est-ce que tu vas bien, Thomas? Oui, très bien. Après le deuxième café, ça va bien. Je vais peut-être en profiter. Quelle heure il est là? 31, super, il nous reste 1 minute devant nous avant de démarrer. Écoutez, je vais me rendre utile, je vais vous donner la météo du jour. Minimum 6 ce matin, ciel variable, jusqu'à 8 degrés cet après-midi. Ça va être couvert, on va avoir un peu de pluie. Et que si vous êtes habitué aux températures d'été d'hier, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Mais il fera quand même correct. Ça, 8 degrés, c'est pas si pire. Ok, c'est parti. On va démarrer. Je fais l'introduction comme tous les jours d'Atecna. Pour ceux qui l'ont déjà vécu 2 jours d'affilée, vous faites le même parcours d'immersion que les employés Atecna. À la fin, vous allez finir par connaître vraiment, vraiment bien notre mission. Alors, c'est parti. On l'explique tous les matins, la technologie se développe énormément et on a du mal à faire grandir, croître la valeur à la même vitesse. Ça, c'est notre vision du marché des TI depuis ces 10-15 dernières années. Et donc, notre mission, c'est de venir améliorer vos performances numériques, donc améliorer cette courbe de valeur. Et pour ça, on a le sentiment que ça se passe autour de l'humain, puisque finalement, la technologie a beau être là, si elle n'est pas bien prise en main et utilisée par l'humain, eh ben, ça ne fait pas avancer la machine. Fait que pour travailler autour de ça, on a 5 grandes expertises. Donc la stratégie produit qu'on a appelée là, en l'occurrence transformation numérique, l'expérience utilisateur, la performance numérique, donc tout ce qui touche au SEO et à l'analytics, l'expertise technique qui est liée principalement au front-end et la formation. Alors, petite question là dans le chat, si vous savez nous dire avec quelle université on est partenaire maintenant? Il y a des lots à gagner à la fin. Ça fait 2 fois qu'on le répète. Normalement, vous devez savoir si vous étiez là. Et Amanda, tu n'avais pas le droit de jouer, forcément. Ok. Alors, on est dans la dernière session, 1/2 heure encore ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A ou dans le chat, on y répondra à la fin. Et aujourd'hui, on va parler de data-driven ou user-centric, ne plus choisir entre 2 évidences. C'est Thomas qui est directeur de la performance numérique qui va nous parler de ça aujourd'hui, et c'est tiré d'une histoire vraie. Thomas, je te laisse te présenter. Très bien, merci Jérémy et bonjour à tout le monde. Enchanté. Donc, je m'appelle Thomas Weiler. Effectivement, je suis responsable de la performance numérique ici chez Atecna. Principalement, c'est l'équipe qui regroupe les experts analytiques et SEO. Et dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler avec des équipes spécialisées dans les données différentes. Donc, ça passait par des experts de la cybermétrie, par des analystes BI, mais aussi des scientifiques des données. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. C'est un constat similaire à celui que Jérémy vient de présenter sur les technologies. J'ai le même sentiment que lui, que aussi dans le domaine de la data, on progresse énormément en termes de volume de données ou les technologies qu'on utilise, et pourtant, la valeur qu'on perçoit côté partie prenante, côté business, il ne suit pas la même tendance. Et donc, c'est sur cette mission que je suis lancé il y a quelques années pour justement améliorer ou augmenter la valeur qu'on tient de ces technologies ou de ces data. Un constat que je fais sur ces dernières années, pour obtenir davantage de valeur des données, il ne s'agit pas exclusivement d'appliquer les meilleures technologies ou d'utiliser plus de données. C'est surtout une question comment on travaille
intelligemment ensemble avec toutes les parties prenantes pour optimiser la valeur des données. Donc, c'est une question de les exploiter ensemble. Et un domaine où, effectivement, les données sont peut-être encore sous-représentées ou sous-exploitées, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des équipes marketing, la finance ou des opérations, sont tous très gourmands en données. J'ai encore eu très peu travaillé avec des équipes de UX, et effectivement, c'est un domaine peut-être où il y a encore beaucoup de valeur apportée en termes de données. Donc, effectivement, les UX, ils intéressent beaucoup à savoir plus sur les utilisateurs. Et les analystes de données, les experts analytiques, on a tout ça, on a beaucoup de données sur les audiences, sur leur comportement. Donc, on peut vous fournir ces informations. Le problème que nous, on a en tant qu'analyste de données, c'est qu'on n'est pas le meilleur de bien ou clairement communiquer la valeur de données. Donc, souvent, effectivement, on n'applique pas les meilleures pratiques pour véhiculer les informations d'une bonne manière. D'ailleurs, notre premier échange avec Jérémy en 2019, ça ressemblait pas mal à ça. Lui, en tant qu'expert UX et moi, en tant qu'expert de data, quand on se parlait, c'était un peu ce constat-là qu'effectivement, on a des bonnes méthodologies, des bonnes idées, mais on a du mal à les mettre ensemble, on ne se parlait pas trop. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous partager un peu les appris, les renseignements, les expériences qu'on a fait sur les 12 derniers mois, comment on a essayé, comment on a reçu à rapprocher les deux métiers en fait pour faire mieux ensemble. Je repartis un peu le discours aujourd'hui en deux parties. Une première partie, on va voir un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a testé avec l'équipe UX pour intégrer davantage les données pour faciliter, améliorer leur travail. La deuxième partie, effectivement, je vais prendre l'autre côté et je vais vous montrer un peu les exemples qu'on a fait avec les équipes UI UX pour améliorer la manière comment on travaille avec les données, avec les clients, avec les équipes. Quand on se parle avec Jérémy, avec les autres experts UX UI chez Atecna, certains irritants, certains défis sont souvent revenus à la surface. J'en ai noté 3 par exemple. Donc effectivement, un objectif, un défi pour le UX UI pour améliorer leur travail, c'est de bien connaître le parcours utilisateur et identifier où sont les irritants principaux. Un autre défi, effectivement, c'est la manque de données dans la mesure de la performance de UX lui-même. Donc, on a du mal à mesurer en fait l'impact que nos concepts, notre design apportent au business. Et finalement, souvent on a plein de bonnes idées, des suggestions qui sont certainement valides, mais c'est difficile à convaincre, communiquer les priorités avec les parties prenantes sur une base objective. Et donc, ce sont des défis qui sont clairement facilement adressés par des données, par des experts analytiques. Et ça qu'on va voir dans le prochain sujet. Une première collaboration qu'on a fait entre UX et Data, effectivement, c'est pour démarrer un projet de UX UI, souvent ça passe par une évaluation d'experts. Donc, c'est un expert UX UI qui navigue, qui analyse en fait le parcours utilisateur sur un site web, d'une application, d'un produit. Et après, selon son expertise, elle partage des recommandations. Effectivement, c'est une très bonne approche. Ce que nous on a fait, on a rajouté un analyste de données dans cette équation. Et maintenant, on fait les évaluations en fait, avec un expert UX ainsi qu'un expert de données qui, effectivement, il creuse les données disponibles, par exemple, donc Analytics, pour alimenter cette évaluation, pour rajouter des faits mesurés. Un exemple, par exemple, qu'on peut voir à droite, effectivement, un client avec qui on a travaillé pour comprendre le parcours utilisateur, mais aussi pour l'optimiser. On a fait cette évaluation et effectivement, l'analyse de données a pu rajouter cette couche de données pour voir mieux en fait où les utilisateurs naviguent ou pas. Et donc, effectivement, on constate, par exemple, dans cet exemple-là, on n'a pas pu mettre les vrais chiffres, mais par exemple, que le premier niveau est très utilisé, le troisième aussi, le deuxième niveau de la navigation, par exemple, pas du tout. Donc, c'est comme des renseignements super intéressants pour peaufiner ou orienter une évaluation d'expert UX. Et donc, les deux expertises ensemble ont rapporté ces renseignements et ça donne beaucoup plus d'appui pour la recommandation du UX que sans ces renseignements de data. Une autre
méthodologie ou savoir-faire qu'on apporte, qu'on a en termes d'analyse de données, expert analytique, on peut apporter aux UX. C'est justement, dans le domaine de données, on fait souvent des plans de mesure ou des ateliers de KPI. Donc, on essaye en fait d'identifier ou confirmer les objectifs à faire et y associer les initiatives en cours aux prévus. Et ça se prête très bien aussi pour toutes les suggestions qui peuvent sortir d'une évaluation UX ou d'autres idées, concepts numériques. Donc, on essaie en fait de les attribuer aux objectifs d'affaires, idéalement y attacher aussi des certains KPI, et ça nous permet en fait justement de mieux prioriser certaines initiatives. Donc, écoute, effectivement, cette initiative, elle porte beaucoup de valeur à cet objectif, ou moins, et comme ça, on peut décider sur une base objective quelle devrait être la prochaine initiative de design UX à essayer. Un classique, je pense qu'on est connu pour ça. Les experts données, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le UX UI sont les tests, les optimisations d'un design ou d'un concept déjà en ligne. Donc, et nous, là, ce qu'on apporte, les analystes, je pense que tout le monde, beaucoup de gens font des tests AB ou des expériences. Les analystes, avec leur approche rigoureuse et scientifique, ils peuvent simplement donner un cadre structuré et pertinent pour orienter et animer ce type de test. Afin que l'objectif d'un test ou d'une expérience, certes, on veut augmenter certaines KPI, certaines performances, mais aussi et surtout avoir davantage de renseignements sur les utilisateurs. Et ça, avec un plan de test, un programme d'expérience défini et établi avec un analyste, ça nous permet justement de s'assurer qu'on a des renseignements ou et une augmentation de performance. Là, un exemple qu'on a fait avec que Atecna a fait avec Intact. Ici, par exemple, on a testé plusieurs variantes, plusieurs concepts. Là, effectivement, la guideline UX, le brand book, mis en avant à suggérer un bouton bleu. Dans le test AB, on a changé les couleurs pour le bouton téléphone. Et effectivement, c'est la performance qui était plus importante, plus meilleure avec le bouton rouge, malgré le guideline du design. Après, il faut choisir, mais en tout cas, des tests ou des retours sur des concepts différents, ça donne au moins les statistiques ou une fondation pour discussion. Nos rapports, nos tableaux ne sont peut-être pas les meilleurs, les plus beaux, mais c'est comme le moyen le plus efficace de communiquer une performance auprès des parties prenantes. Et donc, je pense que ça, c'est une valeur importante qu'on peut apporter aux équipes UX aussi. Une fois leur design testé et ensuite mis en ligne, nous, on peut faire des rapports de performance pour suivre les KPI définis côté UX et les KPI définis au côté business et potentiellement faire le lien entre les deux. Donc, ça permet à mieux visualiser qu'est-ce que le UX apporte pour le business. Et en plus de ça, les rapports, les tableaux de bord, ils restent en place, ils restent consommés après la mise en ligne de nouveaux concepts dans le design, c'est-à-dire l'échange autour de la performance, autour du design, il continue au-delà d'un projet du UX UI défini en temps. Et ça permet aussi de continuer cette discussion-là et d'identifier d'autres opportunités plus tard dans l'année, par exemple. Pour résumer, je pense effectivement les analystes avec les données, avec leur approche rigoureuse, on donne en fait aux UX la fondation pour qui leur permettent justement d'appuyer leur suggestion, leur discours et en fait trouver une oreille ouverte côté partie prenante. Alors, si je peux rajouter une petite anecdote sur le bouton bleu-rouge d'Intact, c'était très rigolo de voir que d'ailleurs, effectivement, le bouton rouge performait mieux, mais quand on a des analystes et qu'on est capable de descendre un peu plus en profondeur, on se rend compte que le bouton rouge fonctionne mieux partout, vraiment mieux, sauf au Québec. Au Québec, c'est le bleu qui gagne. Puis ça a un certain sens, finalement, quand on y réfléchit, mais on n'aurait pas forcément parié là-dessus à la base. C'est aussi dans ce niveau de détail-là que nous permettent de descendre les analystes. Effectivement, merci Jérémy. OK, changeons de bord alors. Qu'est-ce que le UX peut nous apporter en termes d'approche, meilleure pratique, méthodologie pour faciliter, améliorer le travail d'un analyste de données?
Le défi commun pour les experts analytiques, et je les rencontre souvent, on a beau à faire des tableaux de bord ou des rapports, souvent ils ne sont pas consultés, ou en tout cas pas aussi ou autant qu'on souhaitait. Aussi, on a tendance, effectivement, on a beaucoup de data, donc on essaie de partager, communiquer beaucoup de KPI. Ils ne sont pas tous très bien ou compris ou pas de la même manière. Donc l'interprétation, elle ne se fait pas pareil. Et finalement, cette utilisation de rapports ou cette interprétation de KPI fait qu'à la fin de la journée, il y a juste très peu de décisions qui sont finalement prises basées sur les données. Donc, on est loin d'une entreprise data-driven. Dans le UX, il a certaines forces à nous apporter pour améliorer ou pour adresser ces défis. Le premier, c'est, je vais vous parler d'une approche, d'un outil qu'on utilise souvent dans les projets, dans le projet de data ou analytique, ce qu'on appelle un plan de mesure. En fait, c'est un plan, un outil qui permet justement d'établir ou confirmer les objectifs d'affaires avec les parties prenantes. Comme on avait dit, donc attacher des initiatives marketing ou numérique avec ça pour justement atteindre ces objectifs d'affaires. Et finalement, la deuxième partie, c'est établir des KPI qui nous permettent de suivre et optimiser ces initiatives. Donc, c'est une démarche assez importante pour la data et voire pour toute l'entreprise, mais ce n'est pas assez exploité, pas assez valorisé. Et c'est dommage parce que souvent, quand on fait cet exercice-là avec les parties prenantes, on a peu de retours. C'est souvent nous qui suggérons des objectifs, des KPI ou voir les initiatives et le partie prenante les accepte ou les donne peu de retours. Donc, avec Atecna, avec l'équipe UX aussi, on a changé la forme de cet exercice. Donc, on est sorti d'un fichier Excel, parce que nous, en analyse, on aime bien Excel, pour utiliser un tableau blanc en ligne, en l'occurrence Mural, où effectivement les personnes différentes des parties prenantes peuvent se connecter et on peut collaborer de manière plus proactive ensemble. Et effectivement, maintenant, ce type d'échange, il est beaucoup plus riche. Donc, on parle des KPI, mais ça parle beaucoup business aussi. Donc, ça donne beaucoup plus de valeur à cet échange. Les gens sont beaucoup plus engagés. Et ça donne de meilleurs résultats parce qu'à la fin, les KPI qu'on trouve vraiment, ils sont validés, définis par les parties prenantes. Donc, ça, c'est une très bonne manière de rapprocher les parties prenantes non expertes de data dès le début des KPI, des données. Donc, ils ont une meilleure compréhension de ce qui suit de soi. Un exercice que je ne connaissais pas avant à Tecna, mais que j'ai découvert avec eux, c'est une approche qui s'appelle Life Design. Souvent, dans des projets UX, UI, effectivement, après une brief client, on essaie de faire des maquettes, on les travaille fort, après on le présente au client, il valide ou pas, donc il y a peut-être certains ajustements, et après on fait des ajustements dernière minute pour avoir effectivement la version finale à temps. Le live design, au lieu de disparaître après le brief et revenir avec une version presque finale, c'est en fait une approche itérative où on se dit, on reçoit le brief, on essaie de faire une première ébauche, une première maquette, mais après, avec le client, avec les parties prenantes différentes du projet, on se retrouve ensemble pendant 2-3 heures et on fait la maquette ensemble en live sur l'outil, par exemple, en l'occurrence, Atecna de Figma. Et donc, là, les personnes peuvent directement donner leur feedback sur ces maquettes-là. Et pareil, j'ai assisté à des live design chez Atecna et c'était assez fascinant parce que c'est intéressant de voir la maquette prendre forme en live, mais aussi toutes les gens qui étaient à cet atelier-là, c'était très dynamique. Donc, tout le monde participait. Et ça m'a rappelé des séances où je présentais un tableau bord à des parties prenantes. Et encore une fois, il y avait peu de feedback. C'était OK, non, ça va, très bien. Et donc, je n'avais pas cet engagement comme on le peut avoir dans le live design. Donc, avec Jérémy, on s'est dit, écoute, ça peut être un concept qui marche très bien aussi pour avoir un engagement plus important au niveau tableau bord. Donc, on a essayé ça avec après une brief sur le besoin et les critères de notre tableau de bord. On a défini une première ébauche avec Figma et après, on a complété avec le client directement en live. Donc, ça nous a permis, en fait, à l'intérieur d'une seule, seulement 1 heure, de valider
le layout, les designs, les composants d'un dashboard, les KPI qu'on avait déjà définis. Et le client, en fait, il pourrait donc lui-même s'exprimer comme il souhaite visualiser, voir les informations avec les segments qui lui importent le plus pour les audiences différentes, pour les use cases qu'ils ont. Donc, c'était une manière efficace de faire une première approche de dashboard, mais aussi, encore une fois, un échange très riche pour se connaître un peu davantage les besoins, les contextes dans lesquels ces audiences-là, ils vont utiliser le dashboard. Donc, qu'est-ce que cela permet? En fait, un peu comme l'atelier KPI sur un tableau blanc, ça permet d'engager davantage le business dans le processus de data, dans l'occurrence ici, un tableau bord. Et donc, une fois on a défini le design avec le business sur Figma, pour nous, en tant qu'analyste, c'est plus facile, plus rapide de le répliquer dans un outil de BI, Data Studio, Microsoft Power BI ou Tableau. Donc, c'est une approche qui est plus engageante et en même temps aussi plus efficace. Une dernière force UX/UI qu'ils apportent, certainement, les experts UX/UI, ils sont des experts de UI. Et la visualisation de données, ce n'est rien d'autre qu'une forme de UI qu'on souhaite mettre en place pour véhiculer et transmettre certaines informations clés. Et ça, les experts UI, ils savent le mieux. Donc, sur certains projets de BI ou analytique, maintenant, on travaille ensemble avec les experts UI, justement pour avoir leur point de vue sur la navigation, l'interprétation de l'information dans les rapports. Et c'est assez intéressant parce que même si on connaît certaines meilleures pratiques en termes de visualisation de données, on essaie de se l'appliquer, cette point de vue extérieur et cette point de vue axé sur l'utilisateur, il est comme très complémentaire à ce que nous, en tant qu'analystes, on peut mettre en place. Et donc, ça passe par une palette de couleurs qui est certainement ce qui est très facile à distinguer et pourtant qui est esthétiquement attractif. Une organisation des éléments sur la page. Et là, en l'occurrence, par exemple, pour ce client, si on a discuté de la meilleure manière d'organiser les filtres dans le rapport qui sont intuitifs pour le distinguer quels sont les filtres qui s'appliquent sur la page ou sur certains graphes seulement. Donc là, d'avoir un point de vue extérieur, c'est très apprécié parce que ça donne des idées qu'on n'aura pas eues forcément. Donc tout ça, je pense que le UX UI, il a plein de avantages à nous apporter dans notre travail analyste pour le rendre plus digestif, plus compréhensible, qu'en fait, toute la data, toutes les données qu'on véhicule vers la partie prenante, qui sont mieux compris. Data-driven ou user-centric, effectivement. Les défis qu'on a encore communs, c'est on a pour faire des ateliers, des maquettes plus efficaces, mieux ensemble, on met en place un tableau de bord. Ce qui est dommage, après la discussion avec les parties prenantes, souvent ça s'arrête. Donc, une fois la maquette en production, le tableau de bord est en ligne, on arrête de se parler avec les parties prenantes. Donc, ce qui est important pour justement cultiver une culture des données ou des user-centric, c'est de trouver des rituels ou des cérémonies récurrents pour se retrouver et pour échanger et interpréter les données et pour prendre des décisions ensemble. Donc, ça peut être des rendez-vous mensuels pour discuter les résultats du mois. Ce que nous, on fait aussi souvent chez Atecna, c'est ce qu'on appelle les data breakfast. C'est, par exemple, pour des tests AB, aux 2 semaines, selon le protocole et le programme de test, on se retrouve donc avec un analyste, un UX, les parties prenantes, donc ça peut être un responsable e-commerce, pour échanger, discuter un peu les résultats à date sur les 2 dernières semaines. Et ça nous permet justement de les interpréter ensemble, peut-être la UX, UI à notre point de vue, et de discuter ensemble quelles sont les prochaines priorités en termes de test ou en termes de décisions ou d'actions qu'on devrait faire. Donc, peu importe la forme, mais je pense qu'il est important, c'est qu'il faut qu'on trouve des rituels réguliers pour qu'on s'échange ensemble parce que c'est ainsi qu'on va créer en fait des réflexes et une culture qui va juste mettre l'utilisateur au centre et une meilleure compréhension des données. Donc, pour revenir à la question, est-ce que data-driven ou user-centric? Effectivement, je pense qu'il faut travailler sur les 2 côtés en parallèle pour justement avancer chacun. Je pense que l'expertise UX, principalement, elle nous apporte une expertise pour concevoir des produits ou des services en mettant l'utilisateur au centre de réflexion. C'est ça qu'on devrait faire pour la data aussi. Les experts data, ils apportent une approche pour
rationaliser nos approches et nos choix par la donnée. Donc, il n'y a plus des peut-être ou des suggestions personnelles, mais des chiffres et des objectivités. Et en plus de ça, on l'a vu avec les tests AB et les rapports, les data aussi permettent de s'améliorer en continu sur le UX avec le business. Donc, c'est quand même des fortes valeurs ajoutées qu'on apporte mutuellement et chacun, en fait, peut aider à améliorer le travail qu'on fait. Donc, je pense que c'est important qu'on rapproche les deux métiers maintenant, aujourd'hui. Je pense que le 12 derniers mois, c'était quand même démontré qu'il y a beaucoup de meilleurs résultats qu'on obtient. Et même aussi nos experts UX ou analystes, ils apprennent beaucoup de choses et ils s'améliorent avec les nouvelles méthodologies, avec leurs approches. Donc, c'est important de rapprocher les équipes aujourd'hui. Comment on a fait ça? On a commencé avec des formations. On fait aussi des lunch and lunch chez Technologismo pour chaque mois, on explique un sujet data ou un sujet UX aux autres pour voir si un peu pour l'apprendre, mais aussi pour voir s'il y a un intérêt pour notre travail. On l'a vu, effectivement, on partage les meilleures pratiques, les méthodologies entre les deux métiers, le live design par exemple, ou l'atelier de KPI pour le UX. Et aussi, effectivement, ce qui est intéressant maintenant, c'est on essaie d'embarquer les deux expertises dès le début d'un projet pour qu'on discute ensemble en fait, les objectifs, les priorités et jusqu'à la fin, les résultats, les renseignements qu'on obtient. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Effectivement, il faut si on veut créer une culture qui est plus axée, orientée user et qui utilise davantage de données, ce qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble dès le début. Donc, le UX, la data et le business. Voilà un premier retour d'expérience sur les 12 derniers mois. Est-ce que vous avez des questions, commentaires ou d'autres retours d'expérience Alors oui, il va y avoir quelques questions. Merci Thomas déjà. Alors, je vais passer dans les questions. Pour l'exercice de live design, quelle est la logistique pour collaborer sur le même document Figma entre les designers et data analystes et business? Effectivement. Donc, contrairement à un atelier sur Mural où tout le monde peut participer et faire des modifications, l'atelier avec Figma, c'est l'expert UI UX qui fait aussi des suggestions, mais c'est lui qui exécute dans Figma. Donc, les parties prenantes, analystes et business, on fait des suggestions ou des commentaires. Par exemple, aussi de la faisabilité technique côté analyste, parce que pas tous les outils ils ont certaines fonctions. Donc, on a plus des contributeurs plutôt que des créateurs, on va dire, dans cet exercice. Effectivement, on sortira probablement un livre blanc sur la méthodologie live design cette année pour vous expliquer un peu plus clairement comment ça s'orchestre. La méthode live design, il est sur la même veine que cette présentation et un peu tout ce qu'on fait à Tecna. Le but, c'est vraiment de collaborer et puis de mettre les gens autour de la table. On appelle ça séquestrer les gens dans le métier, dans le but qu'ils sortent quelque chose ensemble et ça fonctionne bien. C'est juste que maintenant, on séquestre en plus un analyse de données qui va nous permettre de creuser des faits. Et ça, c'est intéressant. Je pense que la deuxième question qu'on avait était un peu dans la même veine. Ça ressemble à quoi les successions d'activités dans les ateliers, dans l'atelier donc pour le live design? Ça commence, c'est sûr, par l'analyse. Dans tous les cas, l'analyse double dont tu parlais, Thomas. Ouais. Oui. Et pour préparer le live design aussi pour le dashboard, il y a comme un mini atelier, on va dire, pour recueillir les besoins et du rapport. Donc, quel type d'objectif, quel type de questions business veut-on résoudre, quel type de données sont disponibles, avec quel outil ils travaillent, de quelle manière ils consomment les informations. Donc, tout ça nous permet d'établir une première base pour savoir dans quel sens il faut partir. Effectivement, après, on fait une première proposition sur Figma et sur cette base-là, on l'optimise pendant le live design ensemble. Une fois c'est fait, effectivement, on s'est mis d'accord sur cette version. C'est à l'analyste de le reproduire dans l'outil choisi. Et là, effectivement, il y a une deuxième session avec le design sur un outil de BI pour voir si on retrouve le design, mais aussi les fonctionnalités qu'on avait discutées pendant le live design.
N'hésitez pas à nous dire dans le chat, est-ce que vous travaillez régulièrement data et UX ensemble? Dites-nous si des gens le font. Et sur l'aspect live design, je vais vous donner des exemples de timing aussi qu'on a pu avoir. Donc sur des sujets de redesign de site, par exemple, bah, ça prend un atelier de 2 heures pour comprendre le contexte, les objectifs business, etc. Et 2 ateliers de 4 heures. Et donc là, on en est à 8, 10. Donc en 10 heures, on a fait une refonte de site. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de travail, il y a clairement plus de travail que ça derrière hein, pour préparer ces ateliers, justement. Mais d'un point de vue client, les clients viennent à 3 ateliers et au bout de 3 ateliers, ils ont leur refonte qui est prête puis qui est alignée à leur objectif. Donc, ça peut aller aussi vite que ça en termes de succession d'activités. Ça prend 2 semaines et demie à 3 semaines. Alors, on a un commentaire qui dit « Les rapports data pas lus par les UX car trop compliqués ou pas beaux », on l'entend souvent. Je pense que les formations data pour les UX et des formations UX pour les data fonctionnent vraiment bien aussi. Donc, commentaire d'un de nos UX, qui est d'ailleurs actuellement en train de faire une mission dans laquelle elle a des tâches de rapprochement du data et des UX. C'est un sujet en vogue pour nous en ce moment. Ça fonctionne vraiment bien. Super. Ok, est-ce que s'il y a d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. C'est du consulting gratuit, hein. Vous pouvez passer vos questions maintenant, parce que si vous le faites après 9h15, malheureusement, on sera obligé de vous facturer chacune des minutes. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience? Est-ce que vous avez les mêmes constats côté UX, côté data, côté business? Est-ce que vous avez essayé d'autres approches, d'autres idées pour justement résoudre le défi d'avoir plus de valeur avec les données? Bon, on a, là dans le chat, je vois qu'on a des UX qui répondent jamais sans mon data, mais ce sont des UX d'Atecna, fait que ça ne compte pas. Je ne sais pas s'ils sont là. Je ne sais pas s'ils sont là, mais on a parlé rapidement d'Intact. Si on a l'équipe data d'Intact, l'équipe analytics d'Intact, je vous passe le coucou, les gars, parce que c'est vous qui m'avez vraiment donné envie, il y a quelques années, de travailler un peu plus proche des analystes. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, là, on a Nathalie qui dit « Oui, jamais UX sans data, mais c'est plutôt l'implémentation de la data qui pose problème. » Alors, je suppose que là, Nathalie nous parle de la capacité à traquer la bonne donnée. Et je pense que ça, c'est… Tu me diras si tu es d'accord, hein, mais je pense que c'est aussi le rôle du UX de bien expliquer ses parcours, parce que je vois comment on travaille, nous, côté UX. On a pris l'habitude maintenant de mieux travailler avec les devs, puis ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on prend nos maquettes, puis on va les expliquer aux devs pour qu'ils codent le bon parcours. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de prendre nos maquettes, puis d'aller voir l'analyste et de lui expliquer également le parcours pour qu'il puisse bien comprendre comment est-ce qu'il doit faire finalement le tracking du parcours au général, et puis que lui, éventuellement, puisse même rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Oui, effectivement, parce que même un analyste peut apporter d'autres idées parce qu'à la fin, il faut faire ça, évaluer le parcours et la satisfaction utilisateur. Peut-être d'autres idées, d'autres manières de mesurer ça. Donc, effectivement, sur le tracking, mise en place la mesure, mais aussi peut-être identifier d'autres KPI, autres manières de regarder ou mesurer le parcours. Donc, encore une fois, je pense qu'important, c'est pas apporter la maquette ou même le design en production à la fin et dire aux analystes, tiens, on me mesurer ça maintenant de telle manière. C'est techniquement souvent pas difficile. Mieux intégrer l'analyse dès le début. Dire, écoute, on imagine le parcours comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette data s'agrège bien? Est-ce que ça fait du sens de collecter ça de cette manière? Est-ce qu'on peut l'exploiter après
Est-ce qu'on peut les segmenter de cette manière qu'on veut, avec, par les devices, par les audiences? Donc, c'est toutes des questions qui sont très importantes, mais surtout posées avant de créer le parcours, parce que justement, ça permet justement de s'aligner avant et d'éviter des limites techniques, on va dire, une fois en ligne. Et j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup, quand on parle avec des clients, souvent les gens ont un peu honte de dire qu'ils ne traquent pas toutes leurs informations ou qu'au moment où le service a été mis en production, bah, en fait, il n'y avait pas de... Genre, le tracking a pris le bord, puis personne ne l'a jamais implémenté, puis ils sont un peu honteux de ça. Clairement, ça arrive dans toutes les entreprises, peu importe leur taille et peu importe leur niveau de maturité. J'ai vu des entreprises qui étaient très matures d'un point de vue analyse de données et UX en même temps, puis en même temps à qui c'est arrivé de balancer des produits en production sans traquer. Super, ben, on arrive un peu au bout de notre temps. Merci à tous ceux. Ah, on a une dernière question. Avez-vous déjà rencontré des cas où les résultats quantitatifs du data ne correspondaient pas aux data qualitatives relevées par les UX? Comment faites-vous pour réconcilier les deux? Oui. Effectivement, donc on a eu ce constat parce que on a fait des sondages auprès des utilisateurs. Peut-être la question n'était pas posée de la même manière. Donc, quel device vous utilisez, quand vous êtes satisfait avec votre parcours, etc. Et qu'on regarde les mêmes données sociodémographiques, on va dire, sur les outils analytiques et de comportement, returning user, etc. Ce n'était pas nécessairement exactement la même information. Effectivement, l'échantillon, elle était beaucoup plus limité avec les sondages. Mais c'est ça qui a l'avantage aussi de recueillir les deux, de les comparer, de les interpréter ensemble. Comme on a posé la question, quel est l'objectif du sondage comparé à la data brute qu'on peut obtenir avec l'analytique. Donc oui, ça ne donne pas nécessairement les mêmes chiffres, mais en les analysant et les interprétant ensemble, je pense qu'on arrive quand même à trouver un sens dans tout ça. Ok, super. Merci Thomas. Merci à tous de vous être encore virtuellement déplacés pour nous écouter ce matin. Ça nous fait très plaisir de pouvoir partager notre retour d'expérience, puis faites travailler vos analystes et vos UX ensemble. C'est bon pour tout le monde. Merci à tous. N'hésitez pas à contacter Thomas si vous avez d'autres questions. Il vous répondra soit par email, soit sur LinkedIn. Et ceci clôt notre semaine de la performance numérique. On espère vous revoir tous très vite dans d'autres événements. Merci Thomas et bonne journée à tous. Merci, bonne journée.